Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder la modélisation polygonale plus en détail. Dans une précédente vidéo nous avons vu un peu l'interface du logiciel Maya, comment naviguer dans l'espace 3D, créer des objets, les déplacer et j'en passe. Aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les fonctions de la modélisation polygonale, comment lisser, extruder un peu plus précisément, combler de la matière, souder deux objets entre eux, faire une symétrie d'un objet, etc., etc. Donc pour commencer, c'est pas vraiment important, mais j'ai rajouté dans chacun des shelves donc les icônes Delete History et Center Pivot que vous retrouverez donc dans Modify Center Pivot et Edit Delete by Type History. Ça m'évite que même lorsque je suis pas dans mon shelf d'avoir à aller dans les menus qui font perdre quand même pas mal de temps. Enfin bref, on va commencer tout de suite par la création d'un cube. Donc je crée un cube, j'appuie sur 5 pour passer en mode shaded, je grandis mon cube, donc R échelle, et on va tout de suite parler des normales. Donc les normales c'est quoi? Pour parler des normales, en fait on va parler de la direction des faces. Chaque face a une direction, et cette direction est délimitée par une droite perpendiculaire à cette face. Ce sont les normales. Pour afficher les normales, il suffit d'aller dans le menu Display, Polygone, donc je laisse le menu afficher en cliquant sur les pointillés, et on va dans Face Normals. Et je peux, donc ici on peut voir que les normales sont trop grandes, vous les reconnaissez. Je vais dans Normal Size et je peux modifier. Donc je vais mettre, on va dire 12. Et ici j'ai donc une taille adaptée. Je vais juste cacher la grille temporairement et je vais quitter cette fenêtre. Et ici on peut donc voir les normales qui sont affichées. Si j'appuie sur 4, on peut voir que les normales ne sont donc pas à l'intérieur, logique, puisque la direction des faces va vers l'extérieur. Par contre, si je fais clic droit et que je choisis une face et que je vais dans le menu normal, donc ce menu, c'est là qu'il y aura toutes les options dédiées au normal, vous vous en douterez. Si je vais dans Reverse, je ne vois plus ma normale, tout simplement parce que maintenant elle est à l'intérieur. Vous l'aurez compris. Je vais juste sous l'outil de sélection, vous l'aurez compris. Donc quelle influence ça a? Donc au passage, la taille des normales, ça n'a aucune influence sur... ça n'a aucune influence, vous en serez douté, mais je le précise au cas où. Donc les normales, quelle influence ça a donc sur le reste donc de la scène ou de la modélisation? Tout simplement, si vous avez une normale à l'envers et que par la suite, imaginons que vous lissez votre objet, si vous n'avez pas toutes les faces dans la même direction, ça va créer un problème. Comme on le verra, je le montrerai à la fin. Ou alors, si vous faites un rendu avec des... imaginons que vous savez mettre des matériaux sur vos objets, ça pourra créer des erreurs. Donc il est toujours préférable que toutes les faces soient dans la même direction. Pour cela, vous regardez la direction des normales, mais le problème c'est que les normales ne sont pas toujours affichées, comme par défaut dans Maya. Donc je vais les cacher, et on va voir comment savoir si les faces sont dans la bonne direction. Donc pour cela, il me suffit d'aller dans le menu Lighting du panel menu et je clique sur Two Side Lighting. Et ici on peut voir que la face qui est dans la mauvaise direction est en noir. Si je vais à l'intérieur de mon cube, toutes les faces sont en noir sauf celle qui est dans la mauvaise direction. Donc ici je peux rechanger cette normale. Donc par là je vous explique tout au début le système des normales parce que ça va être c'est plutôt important de savoir un peu comment fonctionnent les faces dans Maya. Et puis lorsqu'on va utiliser les outils Move, on peut utiliser le déplacement par rapport au normal. Donc il sera important de savoir ce que c'est, comme on le verra par la suite. Et donc je réaffiche ma grille et on va tout de suite revoir l'extrude, au cas où vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne sachez pas ce que c'est. Donc je sélectionne ma face et je peux aller dans Edit Mesh, Extrude. Donc ma face mon extrude peut être créé, je peux rajouter de la matière. Je peux aussi faire une extrude en passant donc par le shelf, comme certaines fonctions qui sont ici. Donc si vous ne savez pas à quoi correspond une icône, vous passez dessus, vous avez soit une petite étiquette qui s'affiche, soit vous regardez ici dans l'help line. Je peux resélectionner une face, je peux faire Shift clic droit, extrude. Donc quand vous faites Shift clic droit, vous avez la plupart des fonctions que je vais vous montrer. Et je peux extruder. Je peux aussi appuyer sur G pour répéter la dernière fonction. Je peux aussi extruder donc des edges. Forcément, je peux aussi extruder donc des vertex. Je vais dans Lighting, tout ça Lighting, puisque ça sert plus à rien. Donc ici, il y avait une face qui était à l'envers, mais ça on s'en moque pour le moment.
puisque je vais supprimer ce cube tout de suite. Ensuite, il faut savoir qu'on peut aussi extruder une face le long d'une courbe. Donc comment on peut faire? On se place par exemple sur une vue de profil, donc une vue orthographique. Je rappelle que les vues orthographiques, ce sont les vues donc de dessus, de face et de profil qui sont des vues 2D. Je vais dans Create, ici j'ai toutes les options de création de courbes, je peux vers EP Curve Tool. Donc ici il y a un tutoriel qui sera disponible sur la création des courbes, qui est disponible. Ici je clique, je définis des points et ça crée ma courbe. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit face et j'appuie sur Shift pour sélectionner ma face. Ou c'est plutôt l'inverse, je sélectionne ma face, Shift et je sélectionne ma courbe. Et ici j'ai donc ma face et ma courbe qui sont sélectionnées. Je peux aller dans Edit Mesh, Extrude et dans les options. Il faut juste que je m'assure que l'option Use Selected Curve for Extrusion est activée. Si j'extrude et que cette option est bien cochée, on peut voir donc qu'à première vue ça ne marche pas. Pourtant le bout de l'extrude atteint bien le bout de ma courbe. Alors pourquoi est-ce que ça ne suit pas correctement ma courbe? Tout simplement parce que il n'y a donc pas assez de subdivision. Si je sélectionne mon objet, que je vais dans les inputs, extrude, ici j'ai le nombre de divisions. Si je mets à 2 par exemple, on peut voir que cette face là qui a été créée touche bien aussi la courbe. Donc je vais en rajouter un certain nombre, peu importe. Bon, si jamais vous avez des problèmes ici, vous déplacez les vertex évidemment. Vous pouvez donc tordre aussi avec le paramètre twist et le taper qui permet d'agrandir ou de réduire votre surface progressivement. Voilà pour ce qui est de la création de courbes. Évidemment, si j'appuie sur 4, je peux donc sélectionner ma courbe et déplacer les points qui sont dessus. Ça aussi, on le verra dans un autre tutoriel qui est disponible. Donc voilà, je peux encore déplacer, voilà. Je peux aussi ajouter des divisions manuellement. Et pour cela, je peux utiliser, donc il y a plusieurs outils. Il y a l'outil Split Polygon Tool qui me permet par exemple de définir un point et de continuer, peu importe où je vais. Imaginons comme ça. Bon, ici ça sert à rien, mais voilà. Ici j'ai pu rajouter des divisions. Je peux aussi utiliser l'outil Insert Edge Loop Tool. Split Polygon Tool et Insert Edge Loop Tool sont deux outils avec l'extrude absolument à retenir. Donc les autres aussi, mais ceux-là vraiment ce sont les plus utilisés, en tout cas pour moi. Donc une fois que je sélectionne Insert Edge Loop Tool, donc je vais d'ailleurs le rajouter dans le Shelf Polygon, puisque ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'y soit pas. Ici il y a le Split Polygon Tool et ici l'Insert Edge Loop Tool. Je clique dessus, je peux définir une rangée d'edge automatiquement sur mon objet. Voilà, comme ici. Que je peux, donc ça crée donc forcément des nouvelles faces et des nouveaux vertex. Ici, je pourrais par exemple extruder ou faire quelque chose comme ça. Donc il y a d'autres fonctions donc qu'on pourrait voir. Ici, on va voir comment supprimer des edges. Pour supprimer des edges, je sélectionne donc des edges. Alors ici, je sélectionne ici, ici, et voilà. Ici, j'ai toutes mes edges qui sont sélectionnées. L'erreur à ne pas faire, c'est d'appuyer sur la touche efface. Alors pourquoi on pourrait pas faire ça? Tout simplement parce que si je fais clic droit, il reste toujours les vertex. Donc c'est pas grave puisque vous pouvez encore les supprimer après. Mais après, faut surtout pas oublier de les supprimer, sinon ça va être un problème par la suite. Donc j'appuie sur Z pour revenir en arrière. Donc une fonction qui le fait automatiquement, que je vais d'ailleurs ajouter aussi dans mon shelf polygone. Donc on peut voir qu'ici je ne modifie pas mon shelf à moi mais le shelf polygone, comme ça si jamais je reste dans ce shelf pour le tuto, ça m'évite, si jamais j'ai besoin de l'utiliser, de revenir dans le menu. Donc ici c'est Delete Edge Vertex. CTRL SHIFT, je clique, et il est donc ici. Je le mets là. Si je clique, ça supprime les edges et les vertex en même temps. Encore, il y a d'autres fonctions qu'on pourrait voir ici. Imaginons que j'ai besoin donc de déplacer cette face et que ici ça marche pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer en fait cette forme là, ma courbe. Et je vais créer un nouveau cube. Shift clic droit cube. Donc ça je le répète plus, plus la peine. Imaginons que je fasse une petite extrude. Voilà. Et que je pivote mon cube sur l'axe, on va dire des Z.
Donc dans la channel box, dans Rotate Z, je vais mettre par exemple 45 degrés, imaginons. Et ici, j'aimerais déplacer donc ma face, enfin j'aimerais l'agrandir. Imaginons que je n'ai plus l'historique et que je ne puisse plus modifier donc la longueur de l'extrude. Donc je supprime l'historique. Donc ici je ne peux plus le faire, hein, je peux plus revenir donc dans la channel box, il n'y a plus l'historique. Donc là le seul moyen c'est d'utiliser l'outil Move. Vous êtes d'accord? Et même si je me place en vue de profil, en fait il va être difficile. Bon ici c'est possible parce que ce que je vais faire c'est que je vais encore rendre les choses plus difficiles. C'est que je vais le pivoter ici aussi. Donc voilà. Ici, c'est bien plus difficile de prendre donc la face et j'aimerais par exemple l'agrandir, agrandir donc l'extrude. Ici, ça va être bien plus difficile puisque bon, j'ai plus mon historique et j'aimerais que ce soit parfaitement aligné. Bon, bien que ce soit possible un petit peu. Donc on va aller dans les Tool Settings en cliquant ici. Hein. Et donc vous avez différentes options. On ne les verra pas toutes, on en verra d'autres par la suite également. Par défaut, on est en ce qu'on appelle le World Mode, c'est-à-dire que mon manipulateur se place par rapport à l'espace 3D, par rapport à la grille si vous préférez, donc par rapport aux axes qu'on a ici. Donc les flèches sont dans le même sens. Par contre, on a d'autres modes, comme le mode objet. Ici, Maya est encore capable de s'apercevoir que l'objet a été pivoté dans différents sens, et de pouvoir donc déplacer ma face selon l'objet. Ici ça marche parfaitement, on a de la chance. Il y a des cas où même le mode objet ne marchera pas. Alors imaginons que ce soit le cas, que je sélectionne mon cube et que je n'ai plus ces options de rotate. Donc pour cela je vais aller dans modifier Freeze Transformations qui remet tout ce qu'il y a dans la channel box à 0 ou à 1 pour le scale. Donc ici, même si je suis en mode objet, bah ça marche plus. Mon manipulateur n'est plus dans le bon sens. Donc je vais dans les Tool Settings. Je réinitialise l'outil, donc ça se remet en World Mode, ce qui ne change rien. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire par rapport à la normale des faces, qui ici est perpendiculaire. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc on pourrait cliquer sur Normal, mais ça ne marche que pour les vertex. Pour les faces, il faut cliquer sur Normal Average. Et ici, ça marche parfaitement bien. Donc ensuite, il y a d'autres options, je vous laisse découvrir un petit peu, hein, mais sachez quand même que l'outil Move, vous ne maîtrisez pas l'outil Move normalement si vous avez uniquement suivi la première vidéo. Donc on verra le Soft Selection uniquement par la suite. Et vous avez aussi le Reflection qu'on verra. Donc je réinitialise l'outil et je supprime mon cube. Je passe dans la Channel Box. On a toujours d'autres options. Par exemple, si j'ai un trou dans mon cube, imaginons, ici je peux le combler. Bon, sur un cube comme ça n'a aucun intérêt parce qu'il me suffit de recréer un cube, mais sur un modèle 3D complexe, c'est pas des primitives, donc il va falloir utiliser cette fonction. C'est-à-dire que vous allez dans Edit Mesh et vous avez la fonction Append to Polygon Tool. Si je clique, je dois définir un premier edge et un second. Et voilà. Ici j'ai donc mon cube qui est rempli. Cette fonction a quand même des limites, enfin des limites pas d'utilisation mais c'est-à-dire de gain de temps. Elle va pas forcément tout le temps nous faire gagner beaucoup de temps. Ici dans le cas d'un cylindre où je supprime les faces du haut, seulement, la fonction Append to Polygon Tool que je peux activer en appuyant sur Shift, clic droit, va être un peu plus longue à utiliser. Il faut que je clique donc successivement donc sur les bords, et en plus il est possible que je me trompe en cliquant plus bas, etc. Donc j'appuie sur Supr pour revenir en arrière. Alors ça va être un peu long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. Et il va y avoir une fonction qui va remplir automatiquement les trous également. Donc pour cela, je vais sélectionner tous les edges qui sont ici. Et avant de parler de cette fonction, on va parler de ce qu'on appelle les conversions de sélection. Donc qu'est-ce que c'est? Vous les trouvez dans Select. Donc dans Select, on a tout ce qui est sélection donc d'edge, de vertex, etc. Ça va nous permettre par exemple de sélectionner un edge loop, comme ici. C'est-à-dire que je clique. Donc, enfin bref. On a d'autres options comme le Grow Selection qu'on verra par la suite. C'est-à-dire que si je crée, donc, on va mettre
entre parenthèses donc la fonction que je voulais vous montrer. Imaginons que je crée un plan polyplane. Je le grandis, j'aimerais sélectionner par exemple toutes les faces, toutes les faces qui sont, toutes les faces sauf celles qui seront au bord. Ici, il me suffirait de sélectionner ces 4 faces-là et de faire grandir la sélection. C'est ce qu'on appelle un Grow Selection. Pour cela, ce que je fais, c'est que j'utilise donc Grow Selection du menu Select. Je clique. Si je vais trop loin, je peux revenir en arrière, soit en appuyant sur Z, soit en réduisant la sélection. C'est ce qu'on appelle un Shrink Selection, qui se trouve ici. Vous avez donc le raccourci clavier, donc qui sont ici, qui sont présentés, donc supérieur ou inférieur. Et voilà. Donc c'est tout ce qui est donc de menu de sélection de conversion de sélection, pardon. Vous les trouvez en appuyant sur CTRL, clic droit. Donc je vous le montre, ça c'est une petite parenthèse qui peut être utile, que j'ai pas présenté dans la première vidéo. Et ici vous avez le Grow Selection et le Swing Selection si vous oubliez les raccourcis. Vous pouvez aussi sélectionner tous les vertex, donc tous les vertex de cette face. Voilà. Vous pouvez aussi sélectionner tous les edges. Voilà. Donc ça peut être pas mal pratique. Si par exemple vous sélectionnez tous les vertex, vous prenez du temps pour sélectionner un groupe de vertex et que vous vous dites tiens, les edges auraient été plus faciles à manipuler ici, vous faites CTRL clic droit, to edge. Ou l'inverse, to vertice. Donc encore entre parenthèses, souvent je dis vertex, c'est une faute puisque les vertex au pluriel se dit vertic ou vertice. Alors moi j'ai pris l'habitude, donc je dirais vertex. Mais c'est pas très grave, c'est une faute dans laquelle il faut pas faire attention. Donc voilà. Ici, on revient sur mon exemple. Imaginons que je veuille combler ce trou, donc je sélectionne toute la rangée d'edge en double-cliquant dessus, et je vais dans Mesh, et j'ai une fonction qui s'appelle Fill All, donc remplir le trou. Et voilà, c'est directement fait. Ensuite, on a des fonctions qui nous permettent par exemple de dupliquer ou d'extraire une face. Pour extraire une face, vous allez dans Mesh, Extract. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prend la face et que ça en fait un objet différent, à part entière. Ici j'ai donc ma face qui est un objet à lui-même. Alors à quoi ça peut servir? Ça peut servir à plein de choses. Si je fais un center pivot, ici par exemple je pourrais faire une sorte de couvercle. Voilà, je suis pas très inspiré, je vais faire un extrude. Imaginons que je vais baisser un petit peu. Ensuite, j'appuie sur G et je fais une échelle. Et voilà. Donc ici, j'ai fait une sorte de couvercle. Bref, c'est pas très forcément explicite, mais bon, sachez que ça existe. Je peux aussi faire la même chose. Par exemple, j'ai besoin donc de cette face, de la même, mais j'ai pas besoin de l'extraire. Je veux la garder sur donc ma boîte, mon cylindre. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise la fonction Duplicate Face. Donc je vais dans Edit Mesh, Duplicate Face. Ici, j'ai gardé la face sur mon cylindre, mais je l'ai extraite en même temps. Parce que j'ai dupliqué la face. Voilà. Donc ça peut être utile aussi de temps en temps. Après, il faut savoir comment l'utiliser et en avoir l'utilité. On a toujours plein d'autres fonctions, telles que par exemple le Wedge Face, qui va me permettre d'extruder une face autour d'un edge. Donc je sélectionne une face, j'appuie sur Shift et je sélectionne un edge. Et je vais dans Edit Mesh et je vais Wedge Face. Ici j'ai pas beaucoup de paramètres, j'en ai deux, l'angle et le nombre de divisions. Voilà, donc c'est tout bête. On a encore d'autres fonctions que je vais énumérer. On a par exemple le Bridge qui va permettre de relier deux edges. Ici par exemple, imaginons que je mets mon niveau de division à 1. Je vais pouvoir relier donc ces deux objets par une sorte d'extrude. Donc je vais sélectionner mes deux objets. Il faut d'abord que je les combine. Pour combiner deux objets, vous allez dans Mesh et vous faites la fonction Combine. Ici, mes deux objets en fait ne sont plus que... c'est comme si j'avais qu'un objet ici. Maintenant, je peux donc sélectionner les edges plus facilement. Et je vais dans Edit Mesh, Bridge. Et je m'assure de réinitialiser donc la fonction.
Et voilà. Ici, j'ai relié mes deux objets. Je peux baisser le nombre de divisions. Ou l'augmenter, peu importe. Alors moi, je vais supprimer ces faces. Et je vais supprimer l'historique. Et je vais recommencer. Parce qu'on peut voir que la fonction bridge, on va pouvoir voir que la fonction bridge a plusieurs paramètres. Premier paramètre, c'est le type de bridge. Ensuite, on a le nombre de divisions et le smoothing angle. Mais ça, on s'en moque. Puisqu'on peut les modifier par la suite. Donc, le type de bridge. Le premier, c'est le mode linéaire, c'est celui qu'on vient de voir. Donc, c'est linéaire, c'est plat. Donc, dans ce cas-là, ouais, bof. Ça peut être pas mal pratique, mais pas trop non plus. Après, on a tout ce qui est smooth path et smooth path plus curve. Donc, ça va servir à quoi? Ça va servir à avoir quelque chose de plutôt lisse. Donc, la différence entre le smooth path et le smooth path plus curve, c'est qu'il y en a pas. C'est juste que, enfin, ça va être le même résultat. La seule différence est que dans le smooth path plus curve, il va y avoir une courbe qui va nous servir à modifier le bridge par la suite. Donc, je vais le faire. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui relie donc. Hop. Ici, il faut que je sélectionne les vertex, les edges. J'appuie sur G. Et ici, on a quelque chose de plus lisse. On peut voir que bah, c'est smoothé, on va dire. C'est lissé. Je peux augmenter le nombre de divisions et on peut voir qu'on a un problème au niveau de l'affichage. Donc moi, j'ai pas compris pourquoi ça faisait ce problème. Si quelqu'un a la solution, merci de le poster en commentaire. Donc, le seul moyen que j'ai trouvé pour le régler, c'est de faire un clic droit. Donc, si vous n'avez pas vu comment appliquer des textures, vous faites, je vous explique juste comment on fait. Vous faites un clic droit, Assign Existing Material, et vous faites Lambert 1. Alors ici, ça remarche. Ici, on a quelque chose de parfaitement lisse. Et vous pouvez encore modifier donc la courbe comme vous le souhaitez. Voilà à quoi peut servir le bridge. Donc moi je supprime. On a toujours tout un autre, tout un tas de fonctions plus ou moins pratiques. On peut par exemple avoir le centre du face. Par exemple, j'aimerais un vertex au centre de cette face. Ce que je fais, c'est que je vais dans Edit Mesh, Poke Face. Et ici, j'ai donc un vertex que je déplace. On a encore, par exemple, les fonctions merge qu'on verra par la suite. On a la fonction bevel. Les fonctions bevel très utiles. J'ai par exemple sélectionné tous les edges de mon cube et je vais aller dans Edit Mesh Bevel. Et ici, dans l'offset, je vais pouvoir réduire la taille de ce bevel et le nombre de segments qu'il y aura. Par exemple, si j'augmente un peu plus et que j'augmente le nombre de segments, on aura quelque chose de vraiment lisse. Donc voilà à quoi peut servir le bevel. Donc ça va être très pratique lorsqu'on verra le smooth par la suite, pour durcir les bords ou avoir quelque chose de plus précis. Donc ici c'est le cas, et ça nous permet, sans utiliser donc ce qu'on appelle le smooth, qui permet de lisser, tout en gardant uniquement des polygones à 4 côtés, pardon, ce qu'on appelle des quads, quelque chose de lisse. On a aussi le Shamer Vertex. Donc je vais créer un autre cube. En fait, le cube, c'est surtout le primitif qu'on utilise pour faire des démonstrations. Je vais dans Edit Mesh, Shamer Vertex. Et ici, qu'est-ce que ça a fait? Ça a pris chacun des vertex et ça a fait ce qu'on appelle chamframé. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais vous pouvez le faire uniquement sur donc un groupe de vertex que vous avez sélectionné. Alors, en fait, ici, au départ, vous avez un vertex, puis maintenant, vous en avez 3. Voilà, donc moi j'utilise pas trop. Bref. Ici, vous pouvez encore choisir tout un autre tas de fonctions. Si vous savez pas à quoi sert une fonction, que je vais pas détailler, vous allez dans l'help de Maya, Maya help, raccourci clavier F1, puis vous tapez dans le champ de recherche le nom de la fonction. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, ce sont les booléens. Alors, les booléens, ce sont des fonctions, comme j'ai sûrement peut-être déjà précisé, très pratiques, qui peuvent faire gagner énormément de temps, mais qui peuvent aussi faire perdre pas mal de temps si jamais ils sont mal utilisés. Puisque les booléens vont, malgré leur utilisation qui peuvent, comme je l'ai déjà dit, être pratiques, ça peut aussi créer des erreurs. Donc on va voir tout de suite. Ici, je vais par exemple créer
un cube. Donc je vais le grossir, je vais le dupliquer. Ça c'est un exemple courant. Et je le grossis. Et ici j'ai donc j'active le wireframe unshaded. Si j'appuie sur 4, j'ai donc forcément deux cubes qui se placent l'un au-dessus de l'autre. Et j'aimerais par exemple faire un trou dans ce cube qui est cette forme là. Donc pour cela je sélectionne d'abord le cube qui va être troué, puis celui dont le trou devra prendre la forme. Je vais dans Mesh, booléen. Et ici je peux faire différence. Et ici j'ai donc bien mon trou qui s'est activé. Seulement en modélisation polygonale on préfère toujours avoir des polygones à 4 côtés. Et ici, le problème c'est qu'on n'en a pas. On en a un ici, c'est ce qu'on appelle des quads, un quad ici, un quad ici. Mais au-dessus, on a donc deux faces avec bien plus de 4 côtés. Ah, si vous comptez bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a plusieurs possibilités pour réparer ces erreurs. La première, c'est la plus utilisée puisque elle marche dans tous les cas, c'est d'aller dans Edit Mesh, Split Polygon Tool. Et ici, vous définissez donc des edges. Donc ici, j'ai déjà réparé une erreur. Il faudrait que j'en fasse une ici. Enfin bref. Vous l'aurez compris. Ensuite, la deuxième méthode, enfin il y a plein de méthodes, mais moi la méthode que j'utilise dans ce cas-là, si je suis feignant, ou si je suis très pressé, ce que je fais, c'est que je vais dans Mesh, Cleanup. Cleanup qui se situe ici. Ça m'affiche automatiquement donc les options. Et ici, dans Fix by Tessellation, il faut sélectionner donc ce qu'on veut donc laver, on va dire, nettoyer. Je vais sélectionner les faces qui ont plus de 4 côtés. Et j'appuie sur Cleanup. Et ici, ce qu'il fait, c'est qu'il détecte automatiquement qu'il y a des faces qui sont pas des quads, qui ont plus de 4 côtés. Et il va s'arranger pour qu'il y ait forcément que des faces à 3 côtés. Mais nous on veut pas des faces à 3 côtés, on veut des quads. Donc ici ce qu'on fait, c'est qu'on laisse les faces sélectionnées et on va dans Mesh, et ça on va utiliser une fonction qui s'appelle quadrangulate qui va s'assurer d'avoir des faces à 4 côtés. Et voilà, ici c'est automatiquement fait. Donc ça marche pas toujours, ça dépend des cas. Si ça marche pas, faut le faire manuellement, donc avec le Split Polygon Tool. Si ça marche, vous gagnez du temps. Donc en fait, en 3 étapes, vous avez réussi à faire un trou. Donc ici, dans ce cas-là, c'est complètement inutile d'utiliser les booléens puisque ça nous fait perdre du temps. Il aurait fallu rajouter des divisions là et faire une extrude. Et vous aurez eu le même résultat. Ici, on peut croire que c'est une sorte d'aimant, donc hop, vous faites une petite échelle. Enfin bref. Je supprime et je reviens, soyons sérieux. Donc union, ça va servir à unir deux objets, vous allez tester par vous-même, mais intersection, ça va faire l'intersection des deux objets. Dans tous les cas, normalement, ça ferait une erreur. Sauf intersection, il est possible que ça en fasse. Enfin bref. Maintenant, je vais vous montrer donc ce qu'on appelle comment sculpter des objets. Donc c'est ce qu'on appelle l'outil Sculpt Géométrie, donc le Sculpt Geometry Tool. Et pour cela, on va créer un plan. Donc cette technique est très utilisée lorsqu'on veut créer par exemple un terrain, le sol ou quelque chose, par exemple un terrain de nature, etc. Je vais placer mon nombre de divisions à 50. Ça peut sembler beaucoup au début. Mais plus on va sculpter notre objet, plus il va en falloir. Donc ici, j'ai mon terrain, mon futur terrain, je vais cliquer dessus. Je vais double-cliquer pour afficher les options. La Tool Settings va automatiquement s'afficher. Et je clique sur Reset Tool. Et par défaut, donc avant de commencer, je vais aller tout en bas, dans Display, et on va décocher cette case, Show Wireframe, pour pas que ça nous gêne. Si j'appuie, on va voir que je vais creuser dans mon terrain. Alors pourquoi ça fait ça? Donc comment ça se fait? C'est parce que en fait dans Opération, je suis par défaut dans Pousser. On va voir les différents paramètres, en tout cas les plus utiles. Ici on a par exemple le radius, le diamètre du pinceau, que je peux modifier en appuyant sur B, en maintenant B enfoncé, et en cliquant glissant. Ici je peux donc modifier la taille du pinceau. Et vous voyez que ça se fait automatiquement, ça pousse automatiquement les faces par rapport à leur normale.
Ici on peut voir que la référence c'est la normale. Comme quoi c'est assez important les normales. Ici on a le profil, enfin on a l'opacité et tout un tas d'autres de paramètres. Ici on a le profil, donc c'est tout simplement la forme du pinceau, nous on va laisser, ça nous suffit. Et ici on a l'opération, par défaut c'est poussé, je peux aller sur tirer. Donc ici on peut voir que ça commence à faire n'importe quoi. Ici j'ai trois autres options qu'on va voir tout à l'heure. Et ici j'ai une petite gomme avec une sphère. Donc c'est ce qu'on appelle l'erase. Ça sert tout simplement à revenir au polygone d'origine. Très pratique. Ici j'ai le plan comme il était avant. Donc voilà, ce sera sûrement utile lorsque vous avez des formes et que vous voulez revenir en arrière. Donc ça vous l'aurez compris. Donc qu'y a-t-il d'autre comme paramètres? Donc je vous laisse jouer un peu avec les paramètres ici. On a dans l'onglet stroke la possibilité de faire une réflexion donc, de notre pinceau sur l'axe X, Y ou Z pour les objets symétriques. Donc ça nous évite, c'est vraiment pratique, donc ça vous l'aurez compris. Quoi d'autre? Donc je vous laisse tester toujours dans display, donc vous avez compris aussi, on a les paramètres d'affichage. Voyons maintenant donc les trois opérations que je vous avais promis, donc le smooth, le relax et le pinch. Donc à quoi servent-elles? Le smooth à lisser, relax à lisser également, mais de façon moins brutale, c'est-à-dire comment on pourrait dire, corriger donc on va dire le wireframe, donc le maillage, tout en lissant un minimum. Et le pinch, on va dire à rapprocher les vertex entre eux, à pincer si vous préférez. Donc ici je vais remodéliser un terrain, je vais juste baisser ici le max displacement pour que ce soit un peu moins fort. Et je vais sculpter donc quelque chose. Je vais mettre un petit peu plus fort quand même. Donc je vais sculpter quelque chose. Donc peu importe. Je rappelle, vous maintenez B appuyé pour modifier la forme du pinceau. Hein. Ça, vous savez maintenant. Donc ici on peut voir que donc c'est normal, j'ai quelque chose de pas vraiment lisse, malgré le fait que j'ai mis pas mal donc de divisions. Ici vous remarquerez donc c'est pas forcément très beau, donc c'est pas le but, hein, c'est pas de faire quelque chose de beau, mais c'est pour vous montrer. Surtout par la suite, puisque je vais vous montrer avec cet exemple là le lissage. Donc je ne parle pas du lissage que je vais vous montrer à l'instant, mais d'une fonction qui se trouve dans Mesh Smooth. Donc ici, l'option smooth qui se situe ici, donc smooth c'est lissé, hein. On utilise plutôt le terme de smooth que de lissage, même en français, puisqu'on garde le terme anglais. Donc ici, je vais activer le maillage pour que vous puissiez bien le remarquer. Si j'active mon pinceau, ma fonction smooth, on va pouvoir voir que je vais lisser mes polygones, mais que en même temps je vais complètement déformer donc ce que j'avais à l'origine, surtout ici. Donc la fonction smooth a une particularité, c'est que en plus de lisser, elle est vraiment très très forte et il faut l'utiliser vraiment bien, c'est-à-dire qu'il faut savoir l'utiliser, savoir bien régler donc le pinceau, ce qui ici n'est pas le cas puisque sinon je déforme complètement ma forme à l'origine. Vous allez voir, ça va plus du tout ressembler à ce qui était avant, hein. Donc ça me déforme même les bords, etc. Ici, hop. Voilà, donc ici j'ai plus du tout la même chose. Enfin bref. Donc, mais l'avantage c'est que si je l'utilise bien, ça va me permettre de lisser et ça va être très utile si j'ai pas, j'ai pas besoin de m'assurer que la forme reste la même. Relax, cette fonction, si on peut appeler ça une fonction toujours, va me permettre de corriger le maillage, c'est-à-dire de lisser toujours, mais de façon moins brutale, c'est-à-dire que je vais moins déformer ma forme, je vais y aller plus gentiment, on va dire. Et ça va corriger le maillage. Ça va être très utile sur les personnages. Imaginons une joue où par exemple vous avez un petit creux dû à un vertex qui est mal placé, ou plusieurs vertex, imaginons. Cette fonction relax va permettre tout simplement de replacer les vertex pour que la distance entre eux soit plus proche, etc. Donc ça va vraiment être très utile. Je l'utilise d'ailleurs plus que la fonction smooth, puisque comme on peut le voir, on va le voir tout à l'heure, pour lisser nos polygones, ça va être très très simple. Tout polygone, hein, pas seulement avec cet outil.
Donc ici j'ai gardé à peu près la même forme avec quelque chose de plus lisse et donc j'ai corrigé certains trous qui étaient mal placés, etc. Donc évidemment si j'utilise trop je vais encore déformer ma forme, mais beaucoup moins qu'avec la fonction smooth. Avec le pinch, ce qui va se passer, c'est que comme je l'ai dit, je vais pincer donc mes polygones, je vais les rapprocher. Ici voilà, j'ai rapproché, enfin bref, vous l'aurez compris, j'ai pas besoin de détailler. Vous pouvez donc prendre un grand pinceau et essayer. Avec la fonction relax, toujours, je vais replacer un peu mes polygones. Alors voilà pour ce qui est du Sculpt Geometry Tool. Donc je rappelle, vous le trouverez ici ou dans Mesh. Sculpt Geometry Tool. Parlons maintenant du lissage. Ici, je vais revenir en arrière parce que j'ai un peu lissé avec la fonction relax. Donc ça marche pour tous les objets, ce que je vais vous montrer. J'aurais dû utiliser par exemple ici l'erase, la gomme. Donc ici j'avais vraiment quelque chose au départ de très dur, de très moche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lisser ici. Donc pour cela je vais dans Mesh et je vais utiliser la fonction Smooth. Par défaut, donc réinitialiser la fonction si vous l'avez déjà utilisée. Et ici on peut voir que j'ai quelque chose de lisse et que mes polygones, donc ma forme n'a pas bougé du tout. Donc c'est l'avantage, mais le désavantage c'est que si je vais dans Display, Heads Up Display, Polycount, on peut voir que j'avais, donc ça devait être 2000 faces environ. Je vais vérifier ça tout de suite. Si je mets 0 à division, donc j'avais 2500 faces, j'avais vu juste. Si j'appuie sur 1, donc le niveau de division à 1 comme par défaut, j'ai 10 000 faces. Si je le mets à 2, j'aurai donc 40 000 faces, je crois, puisque c'est multiplié par 4. J'ai donc bien 40 000 faces. 40 000 faces, donc bon, sur une forme comme ça, ça va encore, mais ça peut alourdir grandement votre scène. Par contre, ici, j'ai vraiment quelque chose, on va dire, de pas de qualité, mais vraiment avec une grande résolution. Beaucoup de faces. Je peux même aller à 3, à 4 ou à plus. À chaque fois, je multiplie par 4 à chaque niveau de division, je crois. Si je mets 4, on peut voir que ça met un certain temps à faire. Alors voilà, il a fallu quelques secondes pour que mon ordinateur fasse l'opération. Et on peut voir que ça rame complètement. Là, je zoome. Par contre, le nombre de faces est considérable. Là, je suis non pas à 40 000 faces, mais à 64 000 faces. Non, c'est pas 64 000, mais 640 000 faces. Donc là, j'avais oublié un 0. Et je vais remettre à 2 pour que mon ordinateur puisse s'en remettre. À 1, tout simplement, puisque 1, ça suffit en fait largement. Le problème, c'est qu'on n'a peut-être pas envie donc d'alourdir autant donc, notre scène et donc d'avoir le risque, si vous avez un ordinateur comme celui-ci qui est pas forcément fait ou pas très performant à ce niveau-là, qui commence à se faire âger, vous pouvez donc annuler le smooth en allant dans smooth face, vous mettez 0, vous supprimez l'historique. Et c'est comme si la fonction smooth n'avait jamais été utilisée. Donc elle va être très pratique si jamais vous avez besoin d'ajouter vraiment des divisions. Ici ça aurait pu être utile dans ce cas-là, puisque ça nous aurait permis de mieux utiliser donc le Sculpt Geometry Tool. Mais enfin bref. Ce que j'aimerais, c'est de pouvoir utiliser la même méthode tout en gardant la scène quasiment avec le même poids. Donc pour cela, je vais dans l'attribut Editor et je vais dans Smooth Mesh. Donc dans l'onglet Shape, Smooth Mesh. Je clique sur Smooth Preview. Et donc on peut voir que mes polygones se sont automatiquement smoothés, lissés, et que j'ai le même résultat qu'avec la fonction Smooth. C'est pour cela qu'on appelle ça la fonction Smooth Preview. Et on remarque que dans le polycount, je regarde toujours le nombre de 2500 faces. Donc c'est très très pratique, je peux même monter mon niveau de division à 4. Ici j'ai 2500 faces, alors que tout à l'heure, avec ce même niveau de division, j'avais 640 000 faces, si je me souviens bien. Donc voilà, on peut voir que c'est vraiment génial comme fonction. Bon, ne pas trop en abuser non plus, enfin, quand je veux dire, ne mettez pas tout le temps le niveau de division à 4, 2 ça suffit en général largement.
Vous pouvez aussi afficher les divisions qui sont simulées, c'est-à-dire toutes les faces. Si je mets donc A3 par exemple, j'aurai toutes les faces qui auraient été créées avec la fonction smooth qui sont affichées. Et on peut voir qu'on a à peu près le même résultat. Alors si on utilise la fonction smooth preview, c'est pour pas avoir ces phases, donc voilà. Et l'avantage c'est que je peux toujours déplacer donc les vertex et que je peux désactiver et activer le smooth preview à n'importe quel moment. Mais on n'a peut-être pas envie à chaque fois d'aller donc dans l'attribut editor, ça peut être fastidieux, long, etc. Donc il existe donc des raccourcis clavier qui sont les raccourcis clavier 1 pour désactiver le smooth preview et 3 pour l'activer. Donc ça c'est vraiment à retenir, hein. C'est comme le 5 pour le mode shaded et 4 pour le mode wireframe. Donc c'est à retenir. On a aussi la touche 2 qu'on va voir dans quelques secondes, quelques minutes, mais qui est un peu moins indispensable. Donc ici, si je me mets sur 3, je lisse mon polygone. Voilà. Si j'appuie sur 1, je donc annule le smooth preview. Mais, donc, qu'est-ce que ça fait ces raccourcis? Ça active tout simplement cette fonction. Par contre, j'aimerais peut-être aussi pouvoir modifier le niveau de division simplement avec la raccourci clavier. Pour cela, pour baisser le niveau de division, c'est la touche page down. Donc ici je suis à 0, donc c'est comme si j'avais le smooth preview de désactiver. Et page up pour le monter. Donc ici je laisse à 2 parce que c'est bien. Donc voilà pour ce qui est du smooth preview. Donc je vais quitter, donc je vais supprimer ce petit terrain et je vais pouvoir quitter donc le polycount. Je réaffiche ma grille et je vais créer un cube. On va voir que le smooth preview, si je smooth donc un cube, que ce soit avec la fonction smooth ou le smooth preview, puisque c'est pareil, donc je le dirai plus. Hein. Donc j'appuie sur 3 et on peut voir que j'ai une sorte de sphère. Mais bon, pas encore vraiment lissé, donc je peux augmenter le niveau de division à 4 pour des objets comme celui-ci si je veux que ce soit parfait. Ici j'ai donc une sorte de sphère. Je dis une sorte de sphère parce qu'à l'origine c'est quand même un cube, il faut pas l'oublier. Et on va voir l'utilité de la touche 2. Si j'appuie sur 2, en fait, ici on a un cube à l'extérieur qui représente le wireframe de l'objet d'origine. Je peux toujours prendre donc les vertex et déplacer les vertex comme s'il s'agissait d'un simple cube. Si je veux durcir les bords pour que ce soit simplement un cube lissé, il faut que je rajoute des divisions. Pour cela, je vais utiliser une fonction que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vous avais dit qu'elle était très utilisée. C'est la fonction Insert Edge Loop Tool. Ici, si je rajoute une division par exemple ici, automatiquement ça durcit mes bords. Logique. Donc ça, il faut s'y habituer à ce petit concept-là. Hein. Donc si je le mets sur tous les côtés, donc que ce soit de la hauteur, de la largeur ou de la profondeur, j'aurai donc vraiment un cube lissé. Ici, j'ai donc, si j'appuie sur 3, j'enlève le wireframe. Je vais dupliquer ces objets pour vous montrer la différence entre un objet, un cube lissé et un cube non lissé. Alors voilà la différence, donc il y en a quand même un qui est mieux. C'est le lissé, évidemment. Si vous rapprochez les vertex, les edges, vous aurez quelque chose de plus dur. Donc évidemment, il faut faire attention à ne pas sortir. Si par exemple ici, je rapproche les edges, j'aurai quelque chose de bien plus dur. Et ici, moins dur, forcément. Donc pensez-y. Donc ça marche pareil avec l'extrude. Si vous extrudez un objet lissé, forcément ça va le durcir. En tout cas si vous touchez pas l'extrude. Ici ça durcit, si je pousse, j'aurai forcément quelque chose. Donc ici si je veux faire une extrude un peu dure, toujours, alors j'extrude une première fois, et j'appuie sur G, et automatiquement ça durcit. Si j'appuie sur G plusieurs fois, voilà, ça durcira vraiment mon objet. Si je veux avoir quelque chose de vraiment dur. Donc ici, c'est un peu inutile. Ce que j'aurais pu faire, plutôt que de faire des extrudes, c'est de supprimer cette face qui est en haut. Et voilà ce que j'aurais. Donc ça, faut toujours s'habituer au fait que ça peut être plus ou moins dur, qu'il faut rajouter des divisions ici ou par là. Donc ça va être la difficulté. Hein. Enfin, si on peut appeler ça une difficulté. Donc notez que lorsque je supprime une face, les bords sont automatiquement durs. Également logique. Donc j'ai pas besoin de rajouter des divisions par ici. Sauf si
je veux durcir ici. Bon, bah voilà. Même si ici c'est fait, c'est pas fait correctement. Enfin bref, je peux supprimer. Et maintenant, les derniers concepts que j'aimerais vous apprendre avant d'en finir avec ce tutoriel, c'est les notions donc de symétrie pour pouvoir dupliquer donc des polygones, etc. Si je crée un cube, on va prendre une sphère, ce sera plus explicite. Je vais prendre une sphère, je vais la couper en deux avec la vue de face. Pour pouvoir effectuer la symétrie de cet objet, il suffit d'aller dans les options Scale. Donc je vous ai dit qu'il fallait les laisser à 1 dans la première vidéo. On peut aussi les laisser à -1. Qu'est-ce que ça fait? Si je mets par exemple simplement le -1 sur l'axe donc des X, bah ça fait tout simplement l'inverse de cet axe. Donc je sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas, sachez que ça fait la symétrie. Cette symétrie, elle s'effectue à partir du point de pivot. Donc si jamais j'appuie sur D et que je déplace le point de pivot, que je fais 1, voilà, donc j'ai la symétrie à partir d'ici. En général, le point de pivot se situe sur la grille. Donc comme ça permet d'être sûr de, enfin bref, d'avoir un repère qui est l'axe ici. Donc vous pouvez faire une symétrie par rapport donc à l'axe des Y et des Z, mais ici ce serait pas très utile. Donc si vous voulez vraiment donc par exemple ici avoir une symétrie ici, bah vous faites un CTRL D et vous faites un scale -1. Donc ça c'est la petite astuce. Ensuite ce qu'on aimerait peut-être c'est de pouvoir avoir les mêmes vertex, c'est-à-dire que ici si je smooth les deux, donc, ici on peut voir un petit bordure ici, normal puisque la face est trouée. Je le rappelle. Donc ici, on va pouvoir souder donc nos objets en faisant la fonction combine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc je vais juste reculer celui-là pour que vous puissiez mieux voir. C'est qu'on va pouvoir souder les vertex entre eux. Donc pour cela, je combine mon objet et je vais dans Edit Mesh et j'ai la fonction merge. Mais donc je sélectionne deux vertex. J'utilise cette fonction qui se situe, je crois, non, ici. Vous pouvez cliquer ici ou alors aller dans Edit Mesh Merge. Et donc automatiquement les deux vertex sont soudés. Donc j'ai un vertex en moins. Je n'ai plus qu'un vertex. Donc c'est vraiment très pratique comme fonction, c'est indispensable. C'est aussi une des fonctions les plus utilisées, je pense. Enfin bref. Je peux sélectionner toute une rangée d'edge. Par exemple ici. Je vais sélectionner cela. J'effectue un cadre de sélection donc. Alors vous pouvez, donc c'est pas grave si vous avez sélectionné donc des vertex qui sont à côté. Ici dans ce cas là c'est plutôt grave, mais bon c'est pas grave. Dans la majorité des cas ça n'aura aucune influence, puisqu'on a toujours des paramètres par la suite à régler par la suite. Donc ici si j'appuie sur G pour répéter la dernière fonction, alors ça va pas marcher tout simplement parce que la fonction merge va se baser donc sur un paramètre qui est la distance. Donc ici je saurais pas le prononcer en anglais, donc c'est le threshold. Threshold, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas c'est la distance. C'est-à-dire que tous les vertex qui seront donc à cette distance là seront mergés entre eux. Si la distance est plus grande, bah ça ne sera pas le cas. Ici, si on regarde cette distance, elle est de 0,01. Elle est trop petite. Il faut donc que je le mette à 0,1 ou à 5. Ici, si je mets 5, bah, tous les vertex ont été soudés entre eux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à 2. Donc après, il faut savoir régler. Donc ici, c'est le cas. Vous pouvez voir que comme j'avais sélectionné un vertex en plus, ça a fait ça. Bon, ici, il suffit de le replacer.
Voilà ce que vous avez. Donc ici, comme j'avais, donc ici vous n'avez pas vraiment une sphère parfaite puisque tout simplement j'avais éloigné ma face au début, souvenez-vous. Donc normalement on le fait pas. Donc ici je vais supprimer cette sphère. Ici j'arrive pas à la sélectionner, donc c'est pas grave. Voilà. Donc l'outliner, je vous rappelle, ça permet de voir tout ce qu'il y a sur votre scène. Donc si jamais vous avez un problème pour la sélection d'un objet, utilisez l'outliner. Ici, je vais utiliser donc un modèle 3D que j'ai préparé, qui est un aigle. Donc mon fichier s'est chargé, j'appuie sur 5. Et puis voilà, donc ici j'ai un aigle, donc ce modèle 3D c'est pas moi qui l'ai fait, pour information, j'en profite, donc je vous le dis parce que ça va me permettre de vous présenter un livre que j'aime bien, et qui m'a beaucoup aidé, surtout au départ dans mon apprentissage de Maya, qui est le Foundation Book, d'une série qui s'appelle Learning Autodesk Maya 2009, qui va vous permettre, donc comme le nom l'indique, d'apprendre Maya. Donc ça marche pour la version 2009 et les versions antérieures, même les versions donc 2011 ou Maya 7, enfin bref, peu importe, vous pouvez l'utiliser, c'est pas grave puisque ça reste relativement la même chose. Il y a peut-être quelques nouveautés que vous comprendrez pas, mais c'est pas grave. Donc ici, ce livre traite donc de tout ce qui est base de Maya. Donc ça part non seulement du modeling et de l'interface, comme dans cette vidéo, mais également du texturing, des NURBS, de l'animation, des effets spéciaux, du rendu, du compositing, et j'en passe. Donc c'est vraiment un très bon livre, il est en anglais. Et oui, les livres sur Maya vraiment bien se font encore rares. J'espère que ça va changer avec le temps, mais enfin bref. Dedans il vous donne un CD avec donc des modèles 3D. Sur la couverture ils disent que ça a une valeur de 370$ ces modèles là. Vous avez donc dans ce CD non seulement donc des modèles 3D mais aussi des vidéos, les fichiers support qui vous présentent, etc. Donc je vais pas faire de la publicité, c'est juste pour vous conseiller ce livre. Donc le prix est un peu cher, 70€, mais bon, je crois qu'il fait donc pas moins de 600 pages. Donc ça vaut le coup, surtout si vous êtes passionné et que vous voulez en apprendre plus. Ça permet aussi de quitter un peu l'ordinateur et de, tout en quittant les yeux de son écran, de lire en plus. Donc c'est une activité intéressante, tout en apprenant un logiciel de 3D. Enfin bref, je vais arrêter donc cette partie pub, et donc ici j'ai un aigle et je vais vous montrer comment on peut appliquer une symétrie. Donc ici j'ai pris un modèle 3D, j'aurais pu prendre une réalisation à moi ou un autre modèle 3D de quelqu'un d'autre, mais c'était surtout pour vous présenter aussi un petit bouquin qui pourrait vous être utile. Donc ici ce qui s'est passé, c'est que la personne avait donc au début la moitié de l'aigle et a dû en faire une symétrie. Pourquoi on fait comme ça? Tout simplement parce que l'objet est symétrique, donc inutile de s'embêter à chaque fois bouger les vertex des deux côtés, etc. Même s'il existe des fonctions de réflexion, c'est toujours un peu plus dur à gérer. Donc on travaille sur un seul côté, puisqu'après on peut faire une symétrie, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Donc ici, je vais sélectionner toutes les faces qui sont sur le côté. Donc ici, faut vraiment sélectionner toutes les faces. Donc voilà. Donc ici, j'ai donc la moitié de mon aigle. Oui, vraiment. J'avais peur qu'il y ait une autre partie qui soit restée, donc voilà. Ici, c'est donc vraiment ce qui a dû se passer, puisque c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Donc je peux toujours, avec la touche 3, lisser mon objet, hein. Donc ici j'ai mon aigle lissé, donc peu importe. J'en profiterai aussi pour vous montrer un problème lié au normal. Donc on va se concentrer sur la symétrie. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement dupliquer cet objet et faire un scale -1, puisque donc je crois que le point de pivot est automatiquement sur la grille, donc c'est bon. Ici il manque plus qu'à merger, donc je vous ai montré, vous pouvez combiner les objets, sélectionner tous les vertex, éviter de sélectionner les vertex qui sont à côté, surtout ici. Donc ça peut être la petite manipulation assez pénible,
vous faites un merge. Donc ici vous avez votre symétrie. Il existe une fonction plus simple, bien plus simple, qui est faite pour ça, pour pouvoir c'est fait pour ça, c'est-à-dire que la fonction va automatiquement se charger de dupliquer l'objet, de faire un scale -1 et de merger tous les vertex qui sont au bord, tout en nous laissant la possibilité, de pouvoir modifier la distance du merge. Donc ça, c'est une fonction qui se base sur le merge. Donc je vais dans Mesh et c'est la fonction qui s'appelle Mirror Géométrie. Je réinitialise les options. Par défaut, c'est sur plus X. Donc plus X, je rappelle, c'est ici. Donc nous, on veut le faire sur -X. Donc on coche -X. On aurait pu le faire sur Y, plus Y, Z, -Z, etc. Et il faut obligatoirement, donc sinon ça sert à rien, de laisser l'option merger avec l'original. Je le fais. Et donc ici, on a directement notre règle qui est correctement mergée. Enfin, correctement, oui et non, puisque ici, la distance était trop grande encore, donc il va falloir la modifier. Puisque sinon, ici, ça va faire des problèmes, surtout au smooth, ça fait des problèmes. Je vais dans Polymirror, et ici, j'ai donc la distance du merge, et je mets point. Donc le point, ça évite de taper 0. Donc ça c'est pour gagner un peu de temps. Donc, et voilà, si je mets 0,1, automatiquement ça fonctionne. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez l'œil correctement placé, vous faites un CTRL D, scale -1. Pareil pour les griffes. Ici, vous pouvez donc lisser ces plumes. Faire un CTRL G pour faire un groupe. Automatiquement, lorsqu'on fait un groupe, le point de pivot est placé au centre, donc on peut directement dupliquer et faire un scale -1. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très pratique comme méthode. Donc je vais même le faire ici. Allez, tiens, CTRL G, scale -1. Non, scale 1. J'ai oublié le CTRL D. Bon, je vais pas le faire avec les griffes. Bon, vous avez compris donc le principe. Et maintenant, je voudrais juste vous montrer donc une petite erreur liée au normal. Donc c'est pas vraiment, j'appelle ça une erreur parce que bon, c'était il y a quelques temps déjà, il y a assez longtemps, j'étais sur un projet de modélisation et puis à un moment, puisque j'étais parti sur un plan et que après j'avais relié deux objets, comme les normales n'étaient pas dans le bon sens, ça m'avait créé une erreur et j'avais mis quand même pas mal de temps à comprendre voilà, que c'était lié au normal. Donc ici je vais prendre au hasard des faces, si j'y arrive. Je peux prendre automatiquement des faces, que ce soit ici, même la tête, tiens. Pour vous montrer. Et je vais dans Normal, Reverse. Et ici on peut voir que donc ça fait une modification au niveau de mes objets et qu'on a maintenant donc plein d'erreurs. Ça fait une sorte de puzzle mal fait, donc ça durcit vraiment les bords, surtout au niveau du visage, donc ça donne quelque chose de pas propre. Donc voilà. Si vous avez ça, vous allez dans Lighting, Two Side Lighting pour vraiment voir les faces et vous sélectionnez les faces qui sont en noir, normal, reverse. Donc voilà. Donc moi je reviens en arrière parce que je vais pas me casser la tête à resélectionner ces faces là. Et donc voilà. Pour conclure vraiment ce tutoriel, je vous invite donc republicité à télécharger donc à acheter pardon. Donc ça coûte pas très cher, si ça coûte cher, c'est 69 $, pardon. Le livre Foundation Book de la série Learning Autodesk Maya 2009 d'Autodesk. Donc c'est le Foundation Book. Il y a aussi donc le Modeling Book pour la modélisation uniquement et le texturing pardon. Donc c'est vraiment là où vous apprendrez des fonctions spécifiques à ça. Puis il y en a un troisième qui est donc les effets spéciaux, etc. Donc moi je vous invite à les acheter, surtout si vous êtes passionné, comme je l'ai déjà dit, vous avez des modèles 3D, etc. Je me base souvent dans mes tutoriels, surtout pour les premiers, en tout cas, pour tout ce qui est une option un peu abstraite.
sur ce livre. Il est en anglais comme je l'ai déjà dit, mais est-ce que ça vaut pas le coup de payer 69 $? Comme je l'ai dit, comme je l'ai déjà dit, ça permet de quitter un peu l'écran donc ça nous fait lire en plus, enfin bref, tout en apprenant mais donc c'est vraiment un livre que je vous conseille. Donc n'hésitez pas à donner des commentaires sur le site donc RD Labs qui vient d'être lancé. Donc vous avez la section tutoriel, vous allez sur le tutoriel qui sera bientôt disponible, vous pouvez donc laisser votre commentaire qui est disponible ici. Vous laissez un commentaire pour pouvoir discuter soit du tutoriel, soit du livre. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.